Bonjour à tous et à toutes, le collège doctoral Languedoc-Roussillon et le collège doctoral de l'Université de Montpellier se sont associés pour vous présenter une nouvelle action, le prix des lycéens Ma thèse en 180 secondes. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours qui est destiné aux doctorants et qui leur permet de présenter de façon vulgarisée et en 3 minutes leur projet de thèse. Alors qu'est-ce qu'un doctorant? Un doctorant, c'est un étudiant qui, après être arrivé à un niveau Bac plus 5, poursuit des études pendant 3 années supplémentaires pour atteindre un niveau Bac plus 8, au terme duquel on lui délivre un titre de docteur. Et pendant ces 3 années, c'est un apprenti chercheur qui va répondre à une question scientifique innovante. Justement, au cours du concours Ma thèse en 180 secondes, il va avoir l'occasion d'essayer de vulgariser son projet et de l'expliquer de façon le plus simple possible à toute une assistance. Et pour cela, nous avons sélectionné 6 vidéos des doctorants de la finale régionale de cette année pour pouvoir vous les présenter dans le lycée et que vous puissiez les visionner. Alors pourquoi on pense que c'est important et pourquoi on a mis en place cette action? Simplement parce que c'est un moyen aussi de vous faire connaître le métier de chercheur, parce que ces doctorants vont devenir pour la plupart des chercheurs. Donc vous qui êtes peut-être intéressé par les métiers de la science, de la découverte, de la recherche, c'est un moyen de vous les faire connaître. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison également, c'est lié à la préparation du grand oral. Donc à l'occasion de ce grand oral, vous serez amené à présenter un projet. Vous devrez le faire de façon fluide, diversifiée, et cela permet également à MT 180 d'être un bon support pour la préparation de ce grand oral. Donc nous avons sélectionné 6 prestations de doctorants. Celui ou celle qui recevra le plus de votes remportera donc le prix des lycéens. On voulait aussi vous inviter à manifester votre intérêt pour la recherche et pour les prestations des doctorants, puisque si jamais vous êtes intéressé, avec vos professeurs, on peut organiser des rencontres avec ces doctorants-là au sein de vos établissements, au sein des lycées. Merci à tous et à toutes. Et bon visionnage. Prenez un bol de soupe, un grand bol de soupe, dans lequel se trouvent des morceaux variés, plus ou moins gros, et du bouillon. Mais cette soupe est froide, le bouillon est une eau de mer souillée, et tous les morceaux sont en réalité du plastique. Une soupe comme ça, on ne la boirait pas, on ne nagerait pas dedans non plus, mais c'est bien à cela que ressemblent nos océans. Nous le savons, le plastique dont nous faisons tout ce qui nous entoure ne disparaît pas quand on s'en sépare. Il se retrouve dans l'environnement, souvent aquatique. Il y affecte la santé des êtres vivants, des écosystèmes en général, des êtres humains, de nos proches, de nos enfants, de vous et moi. Et moi, je veux savoir à quel point le plastique pollue. Et c'est pas simple, parce qu'un plastique se retrouvant dans l'environnement va se modifier avec la lumière et la chaleur du soleil ou les mouvements de l'eau. Il va changer de couleur, craquer, casser, en créant de nombreux sous-produits qui sont de taille et de composition chimique très variées. De plus, certains se propagent dans l'eau, d'autres dans l'air. Certains sont solides, d'autres solubles ou gazeux. Mais c'est bien cette multitude de sous-produits qui se retrouvent dans l'environnement. Et chaque sous-produit nous affecte différemment. Connaître la quantité de chaque sous-produit relâché par un plastique dans l'environnement est donc primordial. Or, à ce jour, si des protocoles existent pour mesurer séparément l'un ou l'autre de ces sous-produits, aucun ne permet de tous les prendre en compte en même temps et donc de les comparer. Du moins, à l'exception de celui sur lequel je travaille. Tout d'abord, je suis parti d'une idée centrale. Ces sous-produits ont beau être radicalement différents, ils ont un point commun, l'atome de carbone. Parce que le carbone est à la base de tous les plastiques, donc de leurs sous-produits, il est le pont qui relie tous les constituants de notre soupe. Alors, je le traque. Concrètement, dans mon laboratoire, je fais vieillir du plastique pendant des mois sous des lampes à ultraviolets, mon soleil. Puis, je les agite dans l'eau durant plusieurs jours pour recréer le mouvement des vagues. Ainsi, je recrée artificiellement cette soupe chaotique de sous-produits. Ensuite, je la filtre en plusieurs étapes pour en séparer les différents constituants, mes sous-produits, que j'analyse. Pour chaque sous-produit, j'utilise un ensemble de méthodes d'analyse variées qui me permet d'en extraire et quantifier le carbone. En réunissant les résultats,
Et en répétant ce procédé avec des plastiques de plus en plus vieillis, je peux recréer l'évolution des quantités de sous-produits rejetés par un plastique dans l'environnement en fonction du temps. Des modèles mathématiques me permettent d'aller plus loin, prédire ce que devient vraiment un plastique dans l'environnement et donc la pollution réelle qu'il cause. Parce que si nous savons précisément ce qui nous menace, nous pouvons le combattre pour que nos enfants n'aient pas à la subir, cette soupe de plastique. Chaud, froid, sucré, salé, moelleux, croustillant, doux, épicé. Il est comment votre petit souvenir alimentaire? Cette Madeleine de Proust qui a fait de vous le gourmand que vous êtes aujourd'hui. C'est sucré pour moi. C'est la Mona de ma maman. Une grosse brioche pétrie à la main avec un jus d'orange pressé et des perles de sucre qui croustillent sous la dent et font dans la bouche. Si j'avais 8 ans aujourd'hui, ma Mona serait pétrie dans un robot de cuisine, plus rapide, avec un jus d'orange en bouteille, mais bio, et de la farine de châtaigne, ma sœur est intolérante au gluten. Vous aussi, votre souvenir est passé dans une autre dimension? Ben oui, notre alimentation a changé. C'est lié à l'industrialisation, à la profusion de l'offre et aussi à nos façons de vivre. Mais nos enfants sont directement concernés par ces changements sociétaux qui ont des conséquences sur leur santé et l'environnement dans lequel ils grandissent. Aujourd'hui, pour les sensibiliser au goût et leur apprendre à manger de façon saine et durable, tout se passe à l'école et à la cantine, investi dès la maternelle par les politiques publiques qui agissent en prévention. Pour ça, les collectivités territoriales veulent innover, créer des espaces et des programmes pédagogiques. Mais il faut aussi comprendre comment parler aux enfants, les captiver, les intéresser. Et c'est tout l'enjeu de ma thèse. Mais de quel savoir parle-t-on? Qui les transmet? Et comment? Ok, je remets mon cartable, je retourne à l'école et à la cantine. Super opportunité pour observer et interroger les enfants. L'occasion aussi de rencontrer des enseignants, des cuisiniers, diététiciennes, agents de service et même des politiques. Et j'ai compris. Le savoir alimentaire, qu'il soit nutritionnel ou environnemental, se construit comme un souvenir en 3 dimensions sensibles. Reprenons nos madeleines. Première dimension, le sensoriel, l'émotionnel, les émotions que procure ce souvenir. Deuxième dimension, le figuratif, le souvenir, ce à quoi nous pensons quand nous avons notre souvenir. Troisième dimension, l'éthique, nos acceptabilités, la culture de notre souvenir. Les enfants interprètent donc les savoirs alimentaires selon ces 3 dimensions, parce que comme chacun d'entre nous, ils n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes façons de penser, ni la même culture. J'ai alors rassemblé tous les acteurs de l'éducation à l'alimentation que j'avais rencontrés à l'école et à la cantine. Ils ont dessiné une façon d'enseigner les bases d'une alimentation saine et durable en tenant compte de ces 3 dimensions pour concevoir une pédagogie innovante, inclusive et adaptée à la mixité des enfants. Et dans cette aventure, j'ai agi comme un chercheur designer en communication pour qu'en 2028, la Cité de l'alimentation propose aux enfants une pédagogie et des espaces qui accordent le chaud, le froid, le sucré, le salé, le moelleux, le croustillant, le doux et l'épicé. « 2040. Déjà 15 ans d'innovation. Et les routes envahies, des voitures autonomes partout. Alors imaginez, vous êtes en train de rentrer chez vous de votre longue journée de travail. Il fait nuit, vous êtes à pied dans la rue et vous n'avez envie que d'une seule chose, vous affaler dans votre canapé. Alors courage, on y est presque, plus qu'une route à traverser, mais bam! Une voiture vous percute. Et au lieu du canapé, c'est direction les urgences. Alors oups, l'erreur est humaine? Mais je vous arrête, cette fois-ci, elle est artificielle. Et la fautive, c'est Carla. Mais c'est qui celle-là? C'est une voiture autonome, dotée d'une intelligence artificielle ultra développée. Elle voit tout, analyse tout, anticipe tout. Enfin, en théorie, parce qu'en pratique, elle vient de vous percuter. Mais alors pourquoi? Elle ne vous a pas vu? Impossible. Elle est équipée de caméras, radars et même de lasers. Alors elle perçoit son environnement mieux que n'importe quel humain. Le problème, ce n'est pas ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle comprend. Vous avez jugé que vous aviez largement le temps de traverser. Et Carla, elle a jugé que vous ne traverserez pas.
Et c'est là tout le problème. Carla ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. C'est ça que j'ai cherché à résoudre dans ma thèse dès aujourd'hui. Comment une intelligence artificielle peut-elle estimer le moment de traversée d'un piéton en prenant en compte sa perception du moment où la voiture le percutera? Une idée? Eh bien pour ça, j'ai simplement mis des personnes sur la route à la place des piétons avec des voitures arrivant jusqu'à 70 km/h. En réalité virtuelle, bien sûr. J'étudie l'anticipation, pas les traumatismes. Alors j'ai voulu observer deux choses. La première, si un piéton est bon à estimer le moment où la voiture le percutera. La deuxième, toute la durée du traversée du piéton avec des véhicules arrivant avec des vitesses et des météos différentes. J'ai répété ces expériences 27 fois sur une vingtaine de personnes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Que le moment où un piéton décide de traverser est directement lié à sa taille. Alors j'ai sorti ma casquette de geek et en codant frénétiquement comme dans les films, j'ai mis ces données dans une IA qui les a apprises par cœur pour qu'elle puisse dire à Carla la personne d'1m60 là-bas, ouais, elle va traverser dans 3-4 secondes, donc on va ralentir. Bref, en 2040, quand vous croiserez Carla sur la route, dites-lui merci, car vous arriverez sains et saufs jusque dans votre canapé. Mais d'ici là, souvenez-vous, on regarde toujours avant de traverser. Quel est le point commun entre Mick Jagger, Robert De Niro et Charlie Chaplin? Ils ont tous les trois eu un enfant après 70 ans, avec des compagnes bien plus jeunes, jusqu'à 44 ans de moins. Et c'est pas qu'une affaire de star, puisqu'en France, dans 6 couples sur 10, l'homme est plus âgé que la femme. Pourquoi cette tendance? Eh bien, les raisons sont multiples. Avec l'âge, en général, un homme a plus de ressources, plus de stabilité, et rien que le fait d'atteindre un âge avancé peut témoigner de gènes de bonne qualité. On pourrait croire que je vous invite à chercher l'amour en EHPAD, mais que nenni! Derrière cette attirance pour des seniors et une parentalité tardive se cache un piège biologique, les chromosomes. Les chromosomes sont des structures en forme de bâtonnet qui contiennent notre ADN. Et ces chromosomes sont présents dans toutes nos cellules, tout au long de notre vie. Et avec l'âge, la taille de ces chromosomes raccourcit. Sauf dans un type de cellules, les spermatozoïdes. Là, avec l'âge, la taille des chromosomes s'allonge. Cela permet de limiter le déclin de la fertilité masculine avec l'âge. Mais cet allongement des chromosomes ne s'arrête pas aux spermatozoïdes en eux-mêmes, puisqu'il a des conséquences directes sur la descendance. Prenons un homme qui a un enfant à 30 ans et un autre à 70 ans. Le second enfant héritera de chromosomes plus longs que le premier. Mais, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que plus une cellule a des chromosomes longs, plus elle vit longtemps. Cela paraît bénéfique au premier abord, mais plus une cellule vit longtemps, plus elle a de chances d'accumuler des mutations qui mènent à un cancer. En résumé, un père âgé qui fait un enfant va lui donner des chromosomes longs, il aura des cellules qui vivront plus longtemps et qui auront donc plus de chances d'accumuler des mutations cancéreuses. Oh là l'inconvénient majeur, un père âgé à la conception augmente considérablement les chances de son enfant de développer un cancer. Mais quel dilemme évolutif! Faut-il s'accoupler avec un homme âgé pour ses avantages, au risque de condamner sa descendance à un fardeau de cancer? C'est exactement cette question que j'aborde au cours de ma thèse. Je vais utiliser les mathématiques et simuler une population imaginaire, composée d'hommes, de femmes, avec des âges, des fertilités, des ressources variées. Ces hommes et ces femmes vont se rencontrer, peut-être faire des enfants et même avoir des amants. Ce modèle me permettra de comprendre comment la préférence de l'âge du partenaire par les femmes évolue face à une menace cancéreuse. Comprendre comment nos choix amoureux évoluent, c'est finalement comprendre la santé de nos générations futures. Et si l'héritage de Mick Jagger n'était pas qu'une fortune monétaire, mais peut-être aussi une bombe à retardement cancéreuse. Quel est le lien entre reproduction et nourriture de bonne qualité? Et là, tout le monde se dit
pourquoi est-ce que tu as sifflé? Car ce petit sifflement a un sens bien particulier pour la mésange charbonnière. Je vais me reproduire, et oh, regardez-moi! Eh oui, nous avons tous déjà entendu cette douce symphonie lorsque le printemps s'éveille, que l'on soit en balade en forêt et même en pleine ville. Étonnant, non? D'entendre des mésanges en ville. Pourtant, elles y vivent et s'y reproduisent très bien, mais différemment qu'en milieu naturel. Notamment par rapport à la reproduction, elles pondent moins d'œufs qu'en forêt. Et l'hypothèse que j'étudie pour expliquer ce comportement repose sur l'alimentation des poussins. Dans la nature, ces derniers raffolent de petites bêtes. Le plat de meilleure qualité, chenilles et araignées. À chacun ses goûts et ses restaurants. Et comme le dit si bien la chanson, un peu gluant, mais appétissant. Pour étudier l'alimentation des poussins, mon équipe et moi-même réalisons chaque année le suivi des nichoirs. Mais c'est là que le bourbier intervient. Car malgré l'aide indispensable de Michel l'échelle pour atteindre les nichoirs, parfois le terrain empêche Michel d'opérer et il faut alors improviser. En funambule sur la clôture d'un parc, accroché aux membres de mon équipe. Mais, une fois à hauteur des nichoirs, la maladresse laisse place à la finesse. Je commence par les ouvrir délicatement pour décrire ce qu'ils contiennent. Alors, on a un parent qui s'enfuit, et sinon 4 œufs et 2 poussins. Puis, j'installe discrètement une caméra juste à côté pour pouvoir filmer l'approvisionnement des poussins. Big Jerem is watching you. Bon, c'est mignon, mais je dois vite redescendre, car il ne me reste que 66 secondes pour vous résumer les centaines d'heures de cette télé-réalité mésangesque dont le verdict est unanime. En forêt, les poussins mangent majoritairement des araignées. Et pour la ville, eh bien, figurez-vous que les poussins ne mangent pas des gigatacos tenders à la tomate oignon. Et non, ils mangent des papillons, des sauterelles, mais beaucoup moins d'araignées. On a donc une réduction des ressources de bonne qualité en ville. Mais face à cette contrainte alimentaire, nos mésanges urbaines n'en sont pas restées les ailes croisées. En pondant moins d'œufs, elles nourrissent mieux chaque poussin, leur offrant ainsi de meilleures conditions de croissance. Maline la mésange. Finalement, vivre en ville pour une mésange, c'est aussi changer de restaurant. Privées de leur buffet forestier habituel, elles composent avec une carte urbaine bien différente. Une adaptation qui ne concerne pas seulement ces oiseaux, mais l'écosystème urbain tout entier, des insectes aux plantes. Une réalité qui nous rappelle que préserver cette biodiversité, c'est préserver la richesse du vivant qui nous entoure, et ainsi continuer à profiter chaque matin de ce doux son qu'est... Son nom, Burnetti. Coxiella Burnetti. Cet agent secret bactérien est capable de s'infiltrer furtivement et de manipuler tous les ennemis cellulaires qu'il rencontre. L'agent Cox excelle là où les autres échouent. Résistance, discrétion, adaptabilité. Aucun domaine n'est un problème pour lui. Oh oui, il est exceptionnel, mais il reste notre ennemi, car ses cibles sont nos cellules. Parmi elles, le lieutenant macrophage de notre armée immunitaire, un allié de taille qui assure notre défense à l'aide d'un redoutable atout, l'inflammasome. Ce dispositif sert à déclencher l'inflammation, une arme dévastatrice qui prévient l'armée immunitaire et permet d'anéantir tous les agents bactériens infiltrés. Mais il en faut plus pour inquiéter l'agent Cox qui lui aussi possède une arme redoutable, une sorte de pistolet sophistiqué qui, boum, envoie ses protéines bactériennes directement dans nos cellules. L'objectif, cibler et contrer tous nos mécanismes de défense. Reconnaissance et dégradation des bactéries, c'est ciao. Mort des cellules infectées, c'est ciao. Mais alors, qu'en est-il de l'inflammasome, le fameux atout du lieutenant macrophage? Eh bien, c'est ce que j'ai discrètement observé durant ces 3 dernières années. Bien planqué derrière mon microscope, j'ai épié le combat entre l'agent Cox et le lieutenant macrophage. Pendant des semaines, des mois, j'ai passé au peigne fin tous les marqueurs de l'inflammation que l'agent Cox pouvait impacter. Croyez-moi, l'espionnage microscopique, ça me connaît. J'ai alors découvert une nouvelle protéine de l'agent Cox. Son nom de code, 1639. J'ai mis en lumière qu'elle avait la capacité de complètement inhiber l'effet de l'inflammasome. Alors, vous vous en doutez, prévenir l'armée immunitaire en déclenchant l'inflammation, ça aussi malheureusement, c'est ciao. Mais je pouvais pas m'arrêter là. Ma mission ne faisait que commencer.
Je devais en apprendre plus sur l'agent Cox et sur ses stratégies de survie en milieu hostile. Et oui, mieux connaître son ennemi, c'est avoir une chance de le vaincre. Et croyez-moi, c'est capital, car la maladie qu'il provoque peut nous être fatale. J'ai alors mis au point une stratégie. Aider notre armée immunitaire en affaiblissant l'agent Cox. Pour cela, j'ai, dans mon laboratoire secret, créé un clone de l'agent Cox dépourvu de la protéine 1639. Le but ? Rendre à nouveau opérationnel l'inflammasome du lieutenant macrophage pour qu'il puisse nous défendre en déclenchant l'inflammation. Si ma stratégie fonctionne, on pourra alors créer de nouveaux traitements ciblant la protéine 1639 et ainsi aider notre armée immunitaire à vaincre l'agent Cox. Mais attention, restez sur vos gardes, car quelque chose me dit que l'agent Cox a la fâcheuse habitude de survivre.